on va vous présenter l'intervention qui a été effectuée sur Katmandou en 2015 par nos équipes de sauveteurs. Et vous avez 2 sauveteurs qui ont participé à cette mission sur le devant. Donc le GSCF est une organisation de solidarité internationale qui est composée en majeure partie de sapeurs-pompiers. Elle dispose de 5 départements. Vous avez le département secours, vous avez le département humanitaire, vous avez le département bénévolat, le département social France et le département prévention et conseil formation. Donc ça, c'est les 5 piliers, on va dire, du GSCF, tout en sachant que le département secours représente environ 70% de notre activité. Donc le samedi 25 avril 2015, un séisme s'est déroulé sur Katmandou. Donc il était 11h56, heure locale à Katmandou, 8h11 à Paris, et la magnitude était de 7,9 sur l'échelle de Richter, la magnitude. Le nombre de victimes au moment où on a écrit ce rapport était de 7550, ce qui représentait 15 jours après le séisme, tout en sachant que le nombre de victimes a un petit peu augmenté par rapport à ce bilan. Donc le samedi 25 avril, le GSCF a eu l'alerte à 8h37 exactement. Il faut savoir qu'on a des équipes de veille. On a environ 30 ou 40 personnes, entre 30 et 40 personnes qui veillent l'actualité régulièrement sur les catastrophes et qui nous informent et qui mettent des liens sur le site internet, sur notre site internet, pour informer éventuellement d'autres structures qui nous suivent. Donc à 8h37, on avait connaissance de ce séisme. À 12h46, on a activé notre cellule de crise. Donc pourquoi on a activé notre cellule de crise ce laps de temps? C'est tout simplement, à un certain moment, on se renseignait pour savoir éventuellement s'il y avait besoin de secours et quels moyens il y avait sur place. À 14h, l'équipe a été constituée. Et à 19h, une première équipe de 10 sauveteurs s'est rendue au siège national qui se trouve dans le département 59 pour préparer le départ. Et nous sommes arrivés donc le lundi, donc environ 36 heures après la catastrophe. Alors, je vais vous proposer de regarder notre vidéo d'intervention, ce qui va un petit peu vous montrer cette intervention, ces sauvetages. Et à l'issue de cette vidéo, je vous inviterai à éventuellement poser des questions et je vous expliquerai 2-3 choses sur le mode de déclenchement. Merci de votre attention. Donc là. Cliquez sur le truc à noir là. J'arrive pas à aller. On peut pas faire quitter. Quitter le mode plein écran. Voilà, et là on va aller là-dessus. Alors, on va faire... Ça, on en a plus besoin, le PPT. On en avait plus besoin du PPT. On va fermer. Voilà. C'est la vidéo. On fait vidéo, on clique. Voilà. Et on fait contrôle CMDF. Et on fait lecture. C'est vers 7 heures ce matin qu'un séisme de magnitude 7,9 s'est produit à 80 km au nord-ouest de Katmandou. Il a été ressenti jusque dans la région du Mont Everest. En moins de 2 minutes, le séisme a détruit la ville de Katmandou. Plus de 4000 morts. 6500 blessés au moins. Pour tenter d'aider la population locale, la planète se mobilise. Les premiers secouristes français arrivés au Népal sont déjà à la recherche de victimes.
यहाँ 5 जना मान्छेहरु फसेका छन्। There are 5 victims. 5 person. Yeah, 5 person. Yeah, 5 person and 2 is alive. We confirm that 2 is alive. Oui. And about ça va prendre un peu de temps, vaut mieux que vous continuiez un petit peu avant. Il y a le micro là qui est mis. Oui, Un, deux. Alors, on a un petit problème technique. Ça va prendre 5-6 minutes pour que vous puissiez bien apprécier cette vidéo. Dans l'attente, je vais vous parler un petit peu du mode d'alerte du GSCF. Donc voilà, donc le groupe de secours catastrophe français, comme je vous l'ai dit auparavant. Pour effectuer le maximum de sauvetage, on essaye de partir le plus rapidement possible. On va dire que le temps est indispensable lorsque vous avez des personnes, notamment lors d'un séisme, sous les décombres. Actuellement, comme je vous le disais en amont, vous avez entre 30 et 40 personnes qui suivent l'actualité quotidiennement. Nous sommes abonnés à des réseaux d'alerte. Et on va dire que normalement, après un séisme, au-dessus de 5, on a un délai de 30 minutes. Ce qui veut dire que dès qu'on a un séisme, on a 30 minutes de délai pour l'apprendre. Au niveau du séisme, bien entendu, il se passe des centaines de séismes par mois. Au niveau du séisme, ce que l'on fait, c'est que tout simplement, on s'enseigne immédiatement des zones, parce qu'un séisme de 5 ou de 6 ou de 7 aux USA n'aura pas le même impact qu'un séisme de 7 au Népal ou au Pérou. Et donc, on s'enseigne un petit peu sur les zones affectées, et après, on va voir si on diffuse l'information. Et au-delà de cette information, on va tout simplement se renseigner auprès souvent des ambassades où on a des contacts, de savoir si éventuellement il y a des besoins et si également le pays était en zone habitable. On va dire qu'un séisme qui se passe sur le Pérou et au Népal n'est pas du tout pareil. Sur le Pérou, vous aurez des configurations beaucoup plus petites qu'au Népal. Vous avez au niveau de la ville, vous aviez des immeubles, vous aviez énormément de zones peuplées. Donc voilà. Pour reprendre un petit peu le séisme qui s'est produit hier sur Taïwan, à peine 30 minutes après ce séisme, on avait l'information, bien entendu, on nous signalait énormément de bâtiments effondrés et on a attendu jusqu'à minuit, 1h au matin pour savoir un petit peu si on levait notre alerte ou si on la maintenait. Donc voilà, donc c'est vraiment totalement aléatoire. Et parfois, on fait également confiance, malgré qu'il faut aussi avoir du recul, aux médias, parce que c'est les premiers, on va dire, qui vont relater l'information et qui vont nous donner des informations sur la situation. Donc voilà un petit peu au niveau de la cellule de crise. Donc là, j'espère que le CD est passé sur le... Je sais pas, je ne le vois pas. Désolé de ce contretemps. Encore 2-3 minutes. Auriez-vous des questions en attendant? Alors c'est sûr qu'avant de voir la vidéo, c'est pas évident les questions, mais ce qui m'aidera beaucoup. Avez-vous des questions? Non? On va peut-être voir si c'est... Ouais, peut-être. Parce que si je vous raconte l'histoire avant, 4 minutes. Et il me reste 4 minutes à vous parler. Ça va être long. Donc voilà. Alors, il faut savoir que pourquoi on parle de temps lors d'un séisme, c'est parce que tout simplement, au début, vous avez ce qu'on appelle des victimes de surface. Alors, il y a peut-être des secouristes, des personnes qui ont effectué des séismes dans le public. Et les victimes de surface, c'est des personnes qui vont se manifester d'elles-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'ils sont en surface, mais qui vont se manifester d'elles-mêmes, qui, au bout de 24 heures, 48 heures, vont taper, vont émettre un son, vont crier pour qu'on puisse les localiser. Donc là l'importance, c'est les premiers secours qui arrivent sur place. Et également, quand on parle premier secours, c'est les autochtones. Et après, les secours internationaux qui viennent sur place.
Au bout de ces 48 heures, ces 72 heures, ça va être un petit peu plus compliqué pour trouver des personnes vivantes parce que bien souvent, ces personnes n'ont pas de notion de temps. Ces personnes sont bloquées, ne peuvent pas trop bouger, ne peuvent pas taper, sont épuisées et on doit, on va dire, les stimuler. Donc, hormis, bien entendu, les chiens de recherche, les chiens de décombres qui vont intervenir pour repérer éventuellement des personnes sous les décombres, vous avez ce qu'on appelle du matériel d'écoute. Vous avez le géostéréophone qui va vous permettre de mettre des capteurs, ce qu'on appelle des capsons, sur le sol pour amplifier le bruit et essayer de stimuler, de réveiller par un appel une personne pour savoir à quel endroit elle se situe. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il faut à un certain moment un petit peu d'expérience pour écouter. Et le son, parfois, n'est pas totalement audible. Ce qui veut dire que parfois, vous avez un son que vous allez capter, vous allez déplacer le capteur, vous allez moins le capter. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire une triangulation. Ce qui veut dire qu'on va rapprocher au fur et à mesure les capteurs pour écouter où se trouve la victime. Donc voilà, tout simplement. Comment on repère une victime? Il y a d'autres moyens, mais c'est le plus courant. Vous avez les chiens, donc les maîtres chiens, et vous avez également des appareils d'écoute qui vont permettre de localiser une victime qui ne crie plus, qui est sous les décombres. Alors parfois, quand on parle de sous les décombres, vous verrez après sur la vidéo, vous pouvez avoir entre 8, 9 étages sous la personne. Ce qui veut dire que pour capter des sons, parfois, c'est pas évident. Et après, vous avez les bruits environnementaux. Donc, bruits environnementaux, c'est les véhicules, les gens qui parlent, parce que c'est des capteurs quand même qui sont assez puissants, et également, à un certain moment, sur la première victime, on avait la pluie. Donc, ce qui veut dire que la pluie qui tombe, quand vous écoutez, c'est vraiment pas évident. Donc voilà. Écoutez, j'espère que les 4 minutes vont être passées. On va sortir de là. Il faut reprendre Windows après. 5 secondes. 5 secondes, on est bon. Alors, c'est là. Ça marche pas? Là, on était sur quoi quand on a commencé à lancer? Il fallait se mettre sur le VLC, on est... Faut... C'est ça. Bon bah voilà, ça va s'ouvrir, il faudra faire pomme F. D'accord. Pomme F et espace. Ah, attendez, Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Ouvrir. Oh, c'est pas grave, c'est les aléas. Ouais, enfin, c'est... C'est vers 7 heures ce matin qu'un séisme de magnitude 7,9 s'est produit à 80 km au nord-ouest de Katmandou. Il a été ressenti jusque dans la région du Mont Everest. En moins de 2 minutes, le séisme a détruit la ville de Katmandou. Plus de 4000 morts, 6500 blessés au moins. Pour tenter d'aider la population locale, la planète se mobilise. Les premiers secouristes français arrivés au Népal sont déjà à la recherche de victimes. यहाँ 5 जना मान्छेहरु फसेका छन्. There are 5 victims. 5% there are 5%. Yeah, 5% and 2 is alive. He confirmed that 2 is alive. Oui. And about 3 he is unknown. And he is not trapped from debris. He's free. So what our specialists suggest is like we don't send men for the moment. Yeah. We're gonna dig. You're gonna dig here. Make the free space here. Not this way. This Les gars, we don't touch. il faudrait également, avant qu'on commence là, faire de la place. Parce que là, voilà, ça, il faut les garder qui And we need to move all this. We need space. To move it.
He's saying that some rubbles are getting to him. So Il dit qu'il y a des pierres qui le touchent. Oui, c'est normal. It's okay, but is it hurt? Elle le blesse pas les pierres. Is it hurt? C'est normal. It's normal that he's feeling stones on him, but is it okay? T'as un mur qui coince sa jambe. There is a wall that is blocking his leg, just here. Il est retenu par une poutre en bois. It's blocked with a wood, just a wood stick, a big wood stick, okay? Faut qu'il fasse un trou ici He wants you to make a hole pour here. puisse passer le marteau piqueur et effriter le... We just have to make a hole here in order to put the drill after and to drill. Il va recevoir des débris morceaux sur lui. Ok. Qu'il sache. D'accord. Un truc court. Hein. Il va juste ne pas se sentir en sécurité. Ok. Chief, we need passage. Open space. Okay. Move the line. Cyril, ça dit quoi? On fait quoi? Allez. Let's go. Tu es à l'extérieur. À l'extérieur. Oui. The rescue is finished! Please come! Nous sommes 5 jours après le séisme, dans l'un des quartiers de Katmandou où de nombreux immeubles se sont effondrés. Ici se trouvait une petite guest house. Plusieurs personnes manquent à l'appel. Il y a peut-être une survivante. Ces secouristes français vont tenter de la localiser grâce à leur matériel. C'est des capteurs qui vont capter les bruits au niveau du sol, des capsons. Tiens, gentil. Des capteurs ultra-sensibles qu'ils vont poser contre le béton. Le chef de l'équipe va fouiller les décombres à l'oreille. Même s'il a l'expérience d'une dizaine de séismes, c'est pour lui un moment crucial. On a une sacrée responsabilité, quoi. Faut que j'entende bien. Parce qu'on a une vie d'une personne sous les décombres. Il va guetter le moindre souffle, la moindre vibration. Il faut demander à tous les sauveteurs d'arrêter leur recherche. Demande un silence. Attention pour appel! Silence, please! Appel! Un autre sauveteur tape avec une masse sur les gravats pour signaler sa présence et inciter la victime à se manifester. Elle respire. Elle respire mais ne parle pas et il faut la localiser. Grâce aux capteurs qui servent aussi de haut-parleurs, ils vont tenter de lui parler en népalais. Quand je vais lui faire là, ça, il pourra lui parler. When you're gonna do use this, you can speak to her. And qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, je veux simplement au départ qu'elle tape. Qu'elle tape, si elle peut taper ou si elle peut crier. Il demande l'un des deux. Et s'il l'entend. Okay, so you're gonna ask her to make noise and to speak. Okay. Et voilà, il lui parle et il peut lui répondre. Ils peuvent interchanger. तपाईं मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ भने तपाईंले केही आवाज निकाल्नुस् अथवा केहीमा ठोक्नुस् Oui,
so she is not able to talk. Il pense qu'elle est faible et donc elle a du mal à parler. D'accord. Oh, il faut continuer à creuser, c'est juste en face. Pour atteindre la victime, Thierry Velu va organiser les opérations. Il y a une équipe qui va continuer là, une deuxième équipe qui va continuer au niveau du haut. Ça, on va peut-être se recouper. La première équipe va creuser au-dessus de la victime. Elle serait, voilà, notre idée, elle serait par là. Après, voilà, la configuration peut être très compliquée. Mais pour nous, il peut y avoir une zone de vie ici qui est vraiment évidente par rapport à la configuration, aux deux murs porteurs, aux pylônes qui tenaient l'escalier. Voilà. Par rapport à ça, on est bien. Après, elle peut être. De toute façon, elle est sur ce secteur-là, hein, parce que nous, on a entendu ici, sur la gauche et sur la droite. Il pense qu'elle est coincée dans une poche d'air entre deux blocs de béton. Quand il y a un éboulement, le béton, les dalles, etc., tout se met en vrac. Et le fait de se mettre en vrac, ça peut faire une zone où on peut vivre. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça une zone de vie. Une zone où une personne peut rester un moment. Voilà, un moment où il peut y avoir de l'air un bon moment. Chaque geste doit être minutieusement mesuré, car il risque de déstabiliser l'immeuble déjà fragilisé. C'est dangereux parce qu'à tout moment ça peut trembler. C'est un immeuble qui est totalement penché, ça veut dire qu'on n'a pas du tout d'équilibre. On est sur du carrelage, donc un sol glissant en même temps, donc oui, c'est dangereux. En bas, les sauveteurs enlèvent les pierres une par une en organisant des relais et ils ne vont pas tarder à apercevoir la victime. La jeune femme est coincée dans une cavité minuscule. Elle est couchée sur le ventre et un cadavre la recouvre. Il faut tout d'abord dégager le corps. L'opération est ensuite délicate. La survivante a la tête en bas et une jambe coincée dans les gravats. Les secouristes vont mettre 6 heures pour la sortir de là. Ouais, mal positionné, hein. Un médecin lui prodigue les premiers soins. La jeune femme est en état de choc. Elle est totalement déshydratée après 5 jours passés sous terre. Mais ses fonctions vitales ne sont a priori pas atteintes. Elle a envie et on l'a sauvée. Elle est fatiguée, donc c'est pour ça que c'était dur. La jeune femme a même pu dire quelques mots. Elle s'appelle Krishna Devi. Elle était la cuisinière de la guest house. C'était un facteur chance. Pourquoi ce site? Pourquoi ça? Je sais pas. Et c'était un facteur chance qu'elle respirait fort parce qu'elle ne pouvait pas parler. C'est le deuxième survivant que les secouristes français sortent en 3 jours. Merci de votre attention. Comme vous avez vu, on se débrouille mieux sur les lieux de catastrophe que sur un ordinateur. Donc voilà, au moins on a des preuves. Donc comme vous avez pu voir, on a effectué 2 sauvetages, on va dire 2,5 parce qu'on avait également aidé les secours sur place à sortir un enfant d'une dizaine d'années. Comme vous l'avez vu, les 2 personnes ont été, on va dire, localisées, pas par les mêmes moyens, par les mêmes appareils, mais pas par les mêmes moyens. Le premier, on va dire que la première personne a répondu immédiatement, elle pouvait bouger, elle a tapé, on a entendu ses clés. C'était deux endroits qui avaient été localisés, qui étaient marqués, parce que vous avez des marquages sur les catastrophes, notamment sur les séismes, qui étaient marqués, visités, plus personne dedans. Donc voilà, donc par expérience, j'avais souhaité entraîner l'équipe pour vérifier que vraiment il n'y avait plus personne dedans. Et la première personne a tout de suite répondu. Donc quand on retire la personne, il faut savoir qu'on a 4 niveaux en dessous de nous. À tout moment, ces niveaux, il y a une sécurité, mais à tout moment, ces niveaux peuvent s'effondrer. Donc on prend quand même le minimum de personnel qui sont sous les décombres pour sortir les victimes. La deuxième personne, on va dire que c'était vraiment un facteur chance, comme je le dis, parce que cette personne était, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, vous pourrez revoir la vidéo sur notre site internet. Cette personne avait la tête en bas, les membres supérieurs et inférieurs totalement bloqués, et elle ne pouvait pas du tout bouger.
Sur les capteurs son, on a, comme vous l'avez vu, un micro et un amplificateur. Ce qu'on a fait, c'est que avec le matériel qu'on disposait, et c'est du très très bon matériel de la société Scorp, c'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est vraiment du très très bon matériel, on a réussi à amplifier le son et j'ai entendu un bruit qui ressemblait à une respiration. Donc voilà, une forte respiration. Elle ne pouvait pas crier, elle ne pouvait pas, voilà, elle pouvait pas bouger. Donc voilà, et au fur et à mesure, on a essayé de la localiser. On a mis 2 heures à la localiser. Alors 2 heures, c'est très très long parce que si on reprend une expérience comme Haïti, parfois on a mis 4-5 heures à localiser des personnes et à un certain moment, ces personnes ne répondent plus par épuisement. Donc pour les sauveteurs, c'est super stressant. Donc là, le but, c'est vraiment de localiser le plus rapidement possible pour pouvoir sortir la victime des décombres. Le premier sauvetage, on a mis 8 heures à la sortir, donc je peux vous dire que c'est long. Et le deuxième sauvetage, on a mis environ 10 heures à la sortir, tout en sachant qu'on avait une équipe de Norvégiens qui était venue se greffer à l'équipe pour sortir cette personne. Donc voilà pour l'intervention du GSF au Népal. Ce n'est pas les premiers sauvetages qu'on fait. On a eu la chance à ce moment, grâce aux nouveaux moyens technologiques, d'avoir des médias sur place parce que c'est pas nos images. Donc voilà. Alors éventuellement, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir parce que tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu tout seul. N'hésitez pas, je suis là pour ça. La vidéo, on vous distribuera un petit prospectus après de l'association. La vidéo est visible sur notre site internet si vous ne l'avez pas correctement vue. Et je vous invite éventuellement à me poser des questions sur cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez parlé tout à l'heure de différents moyens pour localiser les victimes, donc l'ultrason, et vous avez parlé aussi de chiens. C'est un moyen que vous n'utilisez pas du tout, les chiens, dans votre association? Alors, actuellement, le GSF n'a plus d'équipe cynotechnique. Donc, parce que tout simplement, on n'a pas d'autres personnes qui se sont manifestées pour intervenir en qualité de maître chien. Ça reviendra peut-être. Le problème, c'est que, comme on l'a dit, on part très rapidement. On met 4 ou 5 heures. Parfois, on a des passages de zones, soit par les USA, soit pour l'Asie, au niveau de Singapour. Et les quarantaines sont assez longues. Donc voilà. Donc c'est un gros problème et une volonté parce que malheureusement, c'est très utile, mais on peut être totalement bloqué. C'est très utile quand c'est un avion qui part avec les USC, quand vous avez des ONG reconnus de la sécurité civile qui partent avec la sécurité civile pour intervenir parce qu'ils partent en transal ou en avion de l'armée française et qui arrivent directement sur place et là ils n'ont pas les problèmes de quarantaine. Mais nous on a ce problème-là parce qu'on veut vraiment partir très vite et parfois en 6 heures voire 8 heures de départ c'est très compliqué quoi. Oui. On vous amène le micro. Bonjour. Est-ce que est-ce qu'une des solutions ne serait pas éventuellement de prévoir dans les zones à risque, c'est-à-dire qu'on connaît les zones au niveau du globe terrestre qui sont à risque relativement au tremblement de terre, est-ce qu'une des solutions ne serait pas de prévoir, en anticipant sur place, des chiens qui soient entraînés, c'est-à-dire des associations qui soient en parrainage avec les nôtres justement, et qui donc il y aurait plus de problèmes de quarantaine parce que les chiens seraient déjà sur place. Alors, donc c'est une très bonne idée. Alors nous on essaye de travailler dans on va dire pas dans l'assistanat. Quand on travaille dans l'humanitaire, on travaille sur du développement. Donc on donne des moyens aux secours sur place pour intervenir. Donc nous on n'est pas spécialisé dans le domaine du canin. Mais il faudrait poser la question à des personnes qui sont spécialisées dedans. Mais il faut savoir qu'un chien a un coût. À un coût, il faut également des personnes formées. Ce qui veut dire qu'un chien a un coût, un chien a un maître, c'est très long. Dans ce cas-là, il faudrait prévoir avec le parrainage par une association en Occident. Voilà, ou après, il n'y a pas que le chien. Vous avez également du matériel qu'on offre. On offre des vibraphones,
à des comment dire ça, des équipes de secours. On va dire qu'un demain offrir un matériel à la place d'un chien, c'est peut-être mieux parce que tout simplement le matériel, une fois qu'il est offert, hormis un léger coût d'entretien, n'a rien de plus qu'un chien. Et ça a une durée de vie, un chien. C'est 8 ans, 10 ans. Un chien se fatigue plus vite. Un chien, voilà. Et bien souvent, dans les pays, peut-être pas le Népal, mais si vous prenez Haïti, ben, c'est un petit peu compliqué. Après, vous avez des pays à risque, style la Turquie. On sait très bien que Istanbul, dans les années, ça peut être aujourd'hui, demain, dans 10 ans ou dans 100 ans, devrait être, pour une majorité, rayé de la carte. Les secours essayent de mettre des moyens en place, mais le premier moyen, on va dire, c'est les immeubles qui devraient être en parasismique. Quand on voit C'était ma seconde question. Voilà, voilà. L'utilité, voilà. Après, on revient à la même chose. C'est des questions de coûts, des questions de budget. C'est des pays souvent en voie de développement. En ce qui concerne la détection, justement, donc en fait, effectivement, le matériel que vous utilisez, il n'y a pas de problème de quarantaine. Donc en fait, c'est ça qu'il faut privilégier par rapport au chien. Alors le chien, il faut le privilégier, mais quand il part, tout simplement, avec des équipes internationales. Quand vous parlez de l'entretien du chien entre deux séismes, tout à fait. C'est beaucoup plus utile d'avoir comment dire ça, du matériel d'écoute, tout en sachant qu'il vaut mieux, on va dire, je vais revenir en arrière, former les sauveteurs sur place sans matériel, parce qu'un matériel, c'est quand même, vous avez du matériel quand même, ça vaut 10 000, 11 000 euros, tout en sachant que ces autochtones, tout simplement, vont avoir des victimes de surface. Donc on va dire que vous allez avoir des personnes qui vont se manifester d'elles-mêmes, qui vont dire qu'ils sont coincés sous les décombres, et qui vont être retirés par les personnes des secours sur place. Donc on va dire qu'il faut prendre étape par étape, et voilà, et dans tout pays, ben vous avez des façons de travailler, vous avez des moyens à mettre en place, et on va dire que parfois, à la place d'un matériel d'écoute qui va coûter entre 10 000 et 15 000 euros si on parle de l'ASB 10, tout simplement, vaut mieux parfois former et équiper le personnel, parce que équiper le personnel en équipement de protection individuelle, que ça soit le casque, les gants et des moyens d'intervention, c'est déjà important. Et dans les premières heures du séisme, vous avez des personnes qui vont se manifester. Et voilà. Et après, vous voyez, nous, notre domaine du sauvetage. Vous avez d'autres ONG qui vont arriver. Je vois la Croix-Rouge derrière vous, qui vont arriver avec de l'eau potable. Vous avez les problèmes d'eau. Il y a plein de choses à mettre en place. Il n'y a pas uniquement cette manière de sauvetage. Vous allez avoir une chaîne de solidarité. Vous allez avoir des structures qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Et oui. Et ce que je dis depuis de nombreuses années, et c'est pour ça qu'on ne le fait pas, alors c'est pas méchant ce que je veux dire, mais nous on se refuse à l'assistanat. Ce qui veut dire qu'on va pas mettre des hôpitaux de campagne pendant 1 mois ou 2 mois et puis dire bah voilà on part et puis demain vous aurez le choléra. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne des moyens de développement. Comme là, prochainement, on va offrir une unité de potabilisation d'eau en Haïti. On donne des moyens de développement pour justement aider les personnes à s'en sortir par la suite. Mais après, vous avez plein d'autres moyens pour les aider. Les éduquer, c'est déjà important. Est-ce que vous avez des informations particulières au sujet de Architectes sans frontières, justement, qui a dû travailler, je crois, sur la construction antisismique ? Est-ce que leur intervention depuis le séisme, justement, a eu l'occasion de se développer un peu plus ? Est-ce que vous avez des infos sur le sujet ? Vous savez, Architectes sans frontières est une ONG qui donne des directives, qui essaye de mettre des directives en route. Et après, on va dire que s'ils ont des dons pour reconstruire ou pour mettre des choses en place, ben ça va se faire. Et après, tout dépend du pays. Tout dépend du pays, la volonté du pays à mettre de l'antisismique. Et malheureusement également, vous avez beaucoup des pays qui sont confrontés à des situations de catastrophes naturelles. Ils reconstruisent malheureusement selon les techniques. C'est un problème de coût. Hein. On est toujours dans le même problème. Hein. C'est un problème de coût. Un problème de coût et de politique. Encore une question ? Oui. Bonjour, je voulais savoir la formation que vous avez ou que les personnes qui partent avec vous ont pour partir à l'étranger, faire du secourisme. De la bonne volonté. Non. Donc, on va dire que 90% des personnes sont sapeurs-pompiers. Après, on prend des personnes civiles, entre guillemets, qui vont être formées par rapport à leur spécialité. Donc, ça veut dire qu'on a des personnes qui sont dans le sauvetage d'éléments,
Mais obligatoirement, vous n'allez pas avoir obligatoirement sur un départ SD sauveteurs déblayeurs que des sauveteurs déblayeurs. Et après, quand on a des personnes civiles qui n'ont pas de spécialité, quand on n'appelle pas de spécialité, c'est ils sont pas infirmiers, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas psychologues, etc. On va les former dans un domaine qui les intéresse. Donc ça peut être la potabilisation d'eau. Là, on est en train de mettre des drones en place, donc dans le drone, dans plein d'autres choses. Donc on va dire c'est un petit peu par rapport à la personne ce qu'elle veut acquérir comme formation au sein de l'association, tout en sachant qu'au départ, il faut faire ses preuves et il faut beaucoup de volonté. Beaucoup pensent qu'ils rentrent dans une ONG et quelle que soit l'ONG, et on met les pieds sous la table et on part. Et non, il faut vraiment que les personnes s'intègrent, il faut un certain temps d'intégration. Vous faites que la partie recherche de personnes ou vous faites également après la partie humanitaire? On fait recherche de personnes et on fait également mise en sécurité, voire potabilisation d'eau. Si on reprend l'intervention sur les Philippines il y a 3 ans, on a fait de la potabilisation d'eau. On est également spécialisé dans la potabilisation d'eau. Et vous vous trouvez qu'à Paris? Alors le siège est à Villeneuve-d'Ascq et on est répartis sur toute la France. D'accord. Des recrues. Écoutez, on va clôturer cette conférence Grand Témoin. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Je vais remercier également Thierry Velu. Un grand merci à vous.